la règle, je la donne tout de suite, même si je la rappellerai tout à l'heure. Pendant ce pendant ce webinaire, vous gardez vos micros éteints, vous gardez la caméra éteinte, et puis on organisera des temps où soit on se servira du chat, donc si vous avez des questions, si vous avez des échanges, vous pouvez communiquer entre vous via le chat. Et puis on verra au fur et à mesure, peut-être qu'on récupérera aussi des questions qui sont dans le chat. Éventuellement, si à un moment vous souhaitez prendre la parole, on vous donnera un temps, mais il faut qu'on structure cela. Donc voilà, en tout cas, bonjour et merci à tous et à toutes d'être présents. On est environ 104, moi je lis 196 personnes présentes, ce qui est quand même pour nous qui avons l'habitude de nos animations, un nombre très très important. Donc bonjour à tous et bienvenue. Je pense qu'on va dépasser les 200 personnes. Et voilà. Alors, pour commencer ce webinaire, peut-être je vais laisser la parole tout d'abord à Anne-Marie qui va faire la présentation et puis l'accueil de notre rencontre. Bonjour à tous. Hervé le disait et je suis vraiment très heureuse de pouvoir vous accueillir dans cette configuration qui est vraiment inédite pour vous comme pour nous. Et du coup, eh bien, avec une salle quand même qui est très pleine. On peut aller jusqu'à 250, on n'est pas loin. Donc, c'est vraiment, c'est vrai, un bon moment pour se retrouver, pour partager, pour échanger. Alors, ce que je voulais peut-être vous dire, c'est que pour nous, c'est une première. Donc, effectivement, on demande aussi d'être indulgent, mais nous avons tout mis en place pour que ça puisse bien fonctionner et qu'on puisse être dans une relation les uns avec les autres. Alors, nous avons des retours de vous, de vos établissements, qui nous montrent combien vous êtes engagés. Vous avez déployé une très belle énergie, vous avez inventé, exploré de nouvelles modalités pour permettre que vive cette continuité éducative et pédagogique. Je souhaite vraiment vous féliciter et vous remercier en mon nom propre, au nom du pôle et au nom de notre directeur diocésain, Patrick Glamour, qui vraiment vous dit bravo et merci. Nous sommes partis vite après l'annonce du président le jeudi 12 mars, une journée pour s'organiser le vendredi 13 et le lundi 16 mars, le confinement était en place. Rapidement, vous avez déployé, comme je disais tout à l'heure, toute cette énergie et une des difficultés que nous avons sans doute rencontrées a été de mesurer ce qu'il était possible de demander à la maison. Hein, l'école à la maison, c'était quand même pas l'école, comme nous avons l'habitude de la vivre. Et il nous a fallu faire en sorte d'être compris à distance et de pouvoir accompagner à distance. Vous avez développé beaucoup de créativité pour être explicite, pour décrire comme si vous étiez en classe. Et vous avez su utiliser des supports variés, écrits, audio, vidéo, avec une priorité pour tous, maintenir le lien avec tous les élèves, peut-être tout particulièrement les plus fragiles, avec les familles et aussi avec l'équipe de l'école ou avec ceux avec lesquels on a l'habitude de travailler. En tout cas, nouvelles modalités, nouvelles pratiques, nouveaux usages. Dès cette 4e semaine qui est déjà bien engagée, on voit que des nouvelles questions se posent. Alors, c'est un peu notre objectif de cette heure et je passe donc la parole à Hervé pour qu'il vous présente un petit peu ces objets sur lesquels on vous propose de réfléchir ensemble. Merci Anne-Marie. En effet, hein, on est vraiment dans un contexte très très particulier et vraiment le pôle, avec l'ensemble des professeurs animateurs, souhaite cheminer avec vous. Et depuis 4 semaines, eh bien, on voit que des questions sont apparues, puis ont été remplacées par d'autres, et les préoccupations et les problématiques évoluent. Bref, pendant toute cette période que nous traversons
ensemble, et vous en première ligne en particulier, nous sommes dans des situations d'apprentissage pour tous. Alors effectivement, eh ben, l'apprentissage, c'est se lancer, hein, oser des choses nouvelles. Alors aujourd'hui, c'est ce qu'on fait à travers ce webinaire. Comme disait Anne-Marie, c'est quelque chose de nouveau. Alors on avait… le nombre que vous êtes, sans doute, indique et montre l'importance que l'on a, à travers notre métier, d'être à la rencontre, de se retrouver. Ça fait 4 semaines qu'on est isolé, plus ou moins, et on a besoin de se retrouver. Alors, on ne peut pas se retrouver dans la même pièce, mais on se retrouve tous ensemble de manière virtuelle. Alors, aujourd'hui, eh bien, pour mener cette animation avec moi, il y a 3 professeurs animateurs diocésains, donc que vous connaissez peut-être déjà quand même, hein. Alors, je vais les inviter à se présenter l'un après l'autre très très rapidement. On va commencer par Sonia, si tu veux bien, Sonia. Oui, bien sûr. Alors, vous m'entendez bien? Oui. Oui. Donc, très rapidement, parce que je pense que maintenant, de plus en plus de personnes me connaissent. Donc, Sonia Bellec, je suis enseignante à mi-temps à l'école Notre-Dame de la Clarté à Condrieu, dans le sud Finistère, dans une classe de CE2, CM1, donc à cheval sur le cycle 2 et le cycle 3. Et d'autre part, je travaille donc à la DDEC, également à mi-temps, au pôle éducation-pédagogie avec toute l'équipe. Et moi, plus spécifiquement pour la mission des langages. Voilà. Merci, Sonia. Gaëlle. Oui, bonjour à tous. Alors Hervé, je commencerai par te rappeler que tu m'avais annoncé une petite vingtaine de personnes et que je vois qu'il y en a 200 de plus. Donc je me lance de Gaëlle Leduc, enseignante spécialisée. Alors j'ai une mission spécifique pour les AESH à la LDEC et j'ai une autre mission de professeur animateur pour les maths et les sciences pour le premier degré. Alors aujourd'hui, au cours de ce webinaire, je ne vous parlerai pas uniquement de maths et de sciences. Je me propose aussi de vous faire le retour de toutes vos observations et des questionnements que vous nous faites remonter là depuis le début de cette période. Et comme l'indiquait Hervé, je vous présenterai des réponses que nous avons tenté d'y apporter les uns et les autres à l'aide du blog. Voilà pour moi. Merci Gaëlle. Et pour qu'il y ait l'équité, nous sommes 2 hommes, donc Jean-Yves. Bonjour à tous, donc Jean-Yves Penven, enseignant en CM1, CM2 à Sainte-Bernadette Quimper, à mi-temps, et professeur pour les usages pédagogiques du numérique, au même titre que Hervé, donc, pour lequel j'interviens à mi-temps. Et je voulais juste dire que je suis super heureux de vous retrouver tous, parce que c'est quand même notre mission d'être au plus près des écoles et des enseignants, donc c'est chouette qu'on puisse vivre ce temps maintenant. Merci. Et donc, pour terminer, donc Hervé Tréguier, j'avais oublié de dire que j'étais coordinateur du pôle éducation-pédagogie et que je travaille avec l'ensemble des professeurs animateurs du pôle, plus spécifiquement dans le premier degré et un petit peu quelquefois dans le second degré. Alors l'objet du webinaire, on a prévu autour de 3 parties. Alors, je ne sais pas, il y a quelqu'un qui vient d'arriver, on va demander de couper le micro. Pour tous ceux qui arrivent. La première partie de notre webinaire sera consacrée à la question du développement des échanges, des interactions, et puis la question de l'appartenance au groupe, et en particulier de l'appartenance au groupe classe. La deuxième question qui nous semble d'actualité, c'est la question de la motivation et de l'implication des élèves pour éviter le décrochage. Et la troisième, c'est un petit peu le corollaire de tout cela, c'est la question de l'évaluation, de l'auto-évaluation, la question des explicitations, du feedback. En fait, on va reprendre un certain nombre de choses qui ont été pointées tout à l'heure par Anne-Marie, mais dont on voit progressivement au fil des semaines que leur actualité devient plus importante et plus prégnante. Alors, on va faire donc 3 parties et à l'issue de chacune de ces parties, on regardera s'il y a des questions sur le chat ou si on peut échanger.
Première question, je disais donc, la question des interactions et de l'appartenance au groupe. Alors, au bout de 4 semaines, hein, on voit, malgré votre attachement, votre engagement à rejoindre les familles, à être en relation avec les familles, hein, ce qui est extrêmement important, alors que vous faites par mail, parfois par téléphone, votre engagement à proposer aux enfants des tâches qui permettent de poursuivre, d'approfondir les apprentissages qui sont menés en classe. Et on voit que vous avez à cœur de garder le lien avec chaque élève. Mais à distance, il y a une partie de la spécificité des apprentissages à l'école qui disparaît. On ne voit plus les copains, on ne voit plus les copines, le maître ou la maîtresse, et donc les relations, les interactions, la communication non verbale disparaissent. Alors, nous souhaiterions éclairer un petit peu cette problématique avec vous. Gaëlle, est-ce que tu aurais quelques points d'attention à nous rappeler par rapport à cela? Oui, effectivement, le premier constat que nous avons fait les uns et les autres avec l'enseignement à distance, c'est la disparition de toutes ces interactions directes, alors les interactions enseignants-élèves, mais aussi les interactions avec tout de suite la disparition. Attends, Gaëlle, il y a quelqu'un qui a un micro qui est allumé, on va te demander de l'éteindre. Et si tu veux, tu peux parler un tout petit peu plus fort, on entend. Pour qu'on entende mieux. Ok, très bien. Donc, j'évoquais l'absence d'interaction, d'échange direct entre les élèves. Donc, tous les échanges spontanés qui disparaissent, ces temps un peu informels, de récréation, d'échanges sur la cantine, voilà, qui disparaissent, et que très vite, vous avez tâché de proposer. Alors, on a vu très vite, dès la première semaine, des photos, des choses qui persistent encore actuellement. On voit beaucoup, par exemple, les petits défis de carnaval virtuel, les défis arc-en-ciel, les défis poissons d'avril. Et puis, pour reconstituer ces échanges un petit peu informels, certains se lancent aussi maintenant dans des échanges à distance, des visios et la classe virtuelle, dont Jean-Yves nous parlera tout à l'heure. Autre chose de plus complexe à retrouver, je crois qu'il y a un micro, ce sont aussi tous les échanges organisés qu'on a dans une classe. La coopération, et puis les échanges d'entraide. Voilà. Donc, de la même façon, on voit au bout de ces 4 semaines qu'il y a des choses qui commencent à se mettre en place, des échanges à distance par de l'audio ou par de la vidéo. Je voyais hier aussi sur des Padlet l'utilisation de Vocaro qu'Hervé nous a présenté, qui peut servir à enregistrer des petits messages audio pour les copains ou pour les adultes. C'est intéressant aussi, que je vois dans certaines classes, qu'on n'oublie pas le petit message de la SEM en maternelle ou de l'AESH pour que chacun reste en lien et qu'on continue à maintenir cette appartenance au groupe. Alors en revanche, il y a aussi des interactions nouvelles qui sont arrivées, des interactions enseignants-famille et enseignants-élèves à distance cette fois. Et dans ces interactions-là, on a vu très vite se poser la question de l'explicite. Et oui, pas facile pour les parents de comprendre ce qui est attendu, ce qu'on attend d'eux, ce qu'on attend de leurs enfants. Et vous avez très vite vu qu'il fallait être très explicite pour tout ça. Donc, une des idées a été de tout écrire. Voilà. Alors, c'est long, c'est la contrainte, c'est long pour vous. C'est long parfois à lire pour les parents, et puis ça ajoute de la lecture aux élèves qui ne sont pas très à l'aise, mais c'est une possibilité. D'autres encore ont fait le choix d'utiliser à distance un fonctionnement qui existait déjà en classe et qui pouvait être aménagé à distance. Alors, je partage mon écran, je vous en montre un exemple, je fais la démarche avec vous pour que vous voyez où trouver les ressources sur le blog. Vous voyez mon écran là? Ça fonctionne? Pour l'instant, non. Oui, ça y est, ça vient. Ça y est? Voilà, c'est bien. Vous êtes ici sur le blog numérique des DEC 29, donc dans l'onglet Continuité pédagogique. Vous voyez sur la page toutes les ressources qui sont à disposition et pour lesquelles vous avez contribué d'ailleurs largement. Et vous trouvez ici dans Organiser le travail à distance des Padlet. Donc le Padlet qui concerne le premier degré est ici. Donc
Voilà, si on regarde par exemple ce plan de travail, alors j'espère que vous voyez en Oui, même temps que moi. Voilà, donc on voit ici la reprise d'un fonctionnement existant, puisque c'est une enseignante qui travaillait déjà par plan de travail, avec l'utilisation des symboles pour faciliter l'explicite, la description de la discipline, et puis des supports que les élèves avaient pour habitude d'utiliser. Donc l'intérêt, hein, ce que me disait l'enseignante, c'est que là, c'est l'élève qui est autonome et qui peut expliquer aux parents ce qui est attendu. Ça a facilité aussi. Voilà. Alors, deux autres pistes pour l'explicite. Donc, évidemment, il y a toute la partie audio. Jean-Yves nous parlera tout à l'heure de Screencast qui permet de faire des captures d'écran et de les commenter. Donc, ça nous permet d'accompagner ce qu'on propose. Hein. Si on propose une fiche d'exercice, on peut la commenter. Ça évite aux parents de le faire à notre place et de donner les consignes à l'élève en direct. Et puis, quand on ose se lancer, l'utilisation de la vidéo qui est aussi très, très aidante et qui nous paraît de plus en plus nécessaire pour les élèves qui ont besoin d'avoir des liens et de voir et d'entendre leur enseignant. Voilà, donc il faut juste oser se lancer. d'accord. Alors que tu J'espère parlais. que j'ai fait le point. J'ai peut-être oublié de citer aussi l'article de Marie sur le blog. Marie nous a donné aussi beaucoup de pistes sur le blog hein, dans organiser des scénarios pédagogiques pour la question de l'explicite et pour tous ces aménagements. Oui, tu peux montrer où ça se trouve, Gaël, puisque ton écran est à l'écran. Et toujours à l'écran. Alors, Oui, il est sur. Je reviens donc sur continuité continuité pédagogique. pédagogique. Je descends et vous le trouverez ici. Voilà, et on arrive tout de suite sur la page avec toutes les propositions de Marie et des exemples pour illustrer. Très Voilà bien. pour moi. Très bien. Alors, peut-être Jean-Yves pour poursuivre sur la partie numérique, Oui, toujours très dans bien. cette Alors, question des interactions et de l'appartenance au groupe. alors, je vais prendre le contrôle du coup de l'écran. Alors, voilà. Alors, première chose. Pendant que tu fais cela, Jean-Yves, je rappelle que, enfin, je rappelle, ou plutôt j'informe, parce que j'ai oublié de le faire tout à l'heure, qu'on a lancé l'enregistrement du webinaire. Autrement dit, le webinaire est filmé. Et donc, s'il y a des petits passages que vous avez ratés, eh bien, on vous le rendra visible après à travers une petite vidéo. Donc, voilà, c'est filmé. Très bien. Alors, tout au long des propositions, enfin, tout au long de ce temps, je vais vous faire quelques propositions d'application. Alors là, j'interviens à la suite d'une présentation sur les interactions et l'explicitation, mais les applications que je vais proposer pourront être utilisées aussi pour la motivation, pour l'évaluation. Voilà, je vous présente ce qu'on a pu, enfin, ce que j'ai pu expérimenter en classe depuis 15 jours, 3 semaines. Et puis, vous verrez aussi comment vous pouvez vous approprier les outils. Alors, premier outil que je voulais vous présenter, il s'agit de la classe virtuelle qui est mis en place par le CNED donc, depuis le début du confinement, que j'ai expérimenté depuis 2 semaines maintenant et qui permet en fait de faire des classes virtuelles avec toute une classe, alors Sonia pourra en parler tout à l'heure, ou avec un petit groupe d'élèves. Alors moi je l'ai fait en fait avec des petits groupes d'élèves depuis 2 semaines. J'en suis à peu près une quinzaine d'ateliers, donc entre 1 élève et 5 élèves. Alors comment ça se présente? C'est exactement comme le webinaire qu'on suit actuellement. On peut avoir la visualisation des enfants. Alors là, il n'y a personne, aucun élève, c'est mercredi après-midi. Ils ne sont pas en classe. Mais voilà, je peux lancer l'invitation alors avec un lien qui m'a été fourni au départ pour les parents. Alors qu'on va voir. Voilà, quand je me connecte à l'école.net.fr, j'ai l'accès à une classe virtuelle et on me fournit un lien de modérateur, donc c'est celui que je vais utiliser, et un lien pour les participants que je vais fournir aux parents ou aux enfants directement. Alors, on peut les voir en webcam, mais moi, je ne l'utilise pas de cette façon-là. Moi, j'utilise soit avec un outil tableau blanc, comme en classe,
et avec lequel je peux utiliser des outils comme le crayon. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien les crayons, l'outil texte. Dites-moi si vous voyez. Ben, il y a toujours un temps de retard. Il y a toujours un temps de décalage, d'accord. Donc voilà, il y a un tableau blanc comme en classe. On peut aussi partager son écran. C'est le cas que évoquait tout à l'heure Sonia, par exemple, partager un Padlet et travailler avec les élèves en direct sur le Padlet. Et on peut aussi, alors moi je l'ai beaucoup utilisé comme ça depuis 2 semaines, avec un outil, avec un simple PDF, et que je partage. Hop, alors, je vais enlever l'écran, voilà. Alors, hop, alors, ça met un peu de temps. Voilà. Hop. Est-ce que vous voyez? Voilà, j'ai fait un Padlet, un PDF, pardon, avec une petite situation d'apprentissage, et les enfants peuvent écrire directement sur le document. Donc, ils peuvent dessiner. Il s'agissait ici, par exemple, de travail de partage. Voilà. Alors, quand on était dans le travail d'explicitation, ben, on est vraiment là, pas comme on est en classe, parce qu'il y a toute la communication verbale qu'on n'a pas, mais on peut afficher quand même la webcam. Et puis, on a le temps d'être avec les enfants sur le travail d'explicitation. On prend le temps. Moi, je fais des ateliers d'une demi-heure avec 3 à 5 élèves. On a vraiment le temps de faire un apprentissage. Alors ça, c'était le premier outil que je voulais vous présenter. Un deuxième outil, alors... Qui est intéressant, celui-ci, surtout chez les plus grands, hein, oui, en cycle 2, cycle 3, hein, oui. la classe virtuelle comme ça. Hein. Parce que chez les plus petits, c'est peut-être un petit peu plus... C'est moins simple, moins évident. Oui, on avait évoqué le fait que chez les plus petits, s'exprimer devant un écran, ça n'est pas aisé. Par contre, pour l'avoir expérimenté avec des CM1, CM2, ça va assez rapidement. Deuxième outil, Screencast-O-Matic. Alors, je précise qu'on mettra à disposition tous les liens des applications que je montrerai. Il s'agit ici, si vous voyez alors la copie, parce que ça met un petit peu de temps à se mettre en place, de filmer son écran avec la possibilité de mettre une webcam. C'est ce qu'a fait Sandrine au Relais Kéruon, où elle se filme et elle explique la consigne, ce qui permet à l'enfant de voir son enseignante et d'avoir un peu de chaleur humaine, ce qui peut manquer actuellement. C'est un peu long, donc je ne vais pas trop insister en fait. L'application, alors si on voit un peu sur le portable, on délimite une zone sur son écran d'ordinateur. On peut y mettre la webcam, donc comme ça on se filme en même temps, et puis on peut faire afficher des documents. Voilà, c'est un peu long parce que en fait, ça nécessite que l'outil s'allume. Alors voilà, mais bon, un peu dommage, là j'aurais pas le temps de montrer. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on a des exemples d'utilisation de Screencast Recorder. Hein. Oui, alors pour ceux qui ont Mac, l'application QuickTime permet d'enregistrer l'écran très facilement aussi. Moi en fait, j'utilise QuickTime. Je le fais, par exemple, pour faire des corrections avec les élèves. J'arrête. J'ai beaucoup diminué le nombre de corrections écrites et je fais beaucoup de corrections filmées. C'est-à-dire que je commente les productions des élèves que je peux afficher. Voilà. Tout à l'heure, on parlait aussi de l'outil. Ah voilà, ça. Alors, je ne sais pas si vous voyez. Voilà, il y a un petit outil qui délimite et qui permet de voir en fait ce qu'on va voir, mais c'est pas très visible. Autre outil. Alors, attendez, je vais quitter du coup. Ouais, c'est un petit peu long. Après, on trouve des tutos, hein, et on a mis des tutoriels hein, pour expliquer comment on faisait. Mais là, ce qui est intéressant, c'est ce que ça permet de faire, surtout, quoi. Et que c'est un outil relativement simple. Et on va terminer par le plus simple, là. Alors, le plus simple, ça va être Vocaro, qui permet de... Alors, attendez, parce que du coup... Ah, voilà, je quitte. Voilà. Vocaro qui permet d'enregistrer la voix. Donc, toujours pareil, quand on pense au petit, un outil... Alors, juste, il y a un bouton Record. On fait une autorisation de capture de son. On enregistre. On arrête l'enregistrement.
il enregistre donc le MP3 qu'il est en train de fabriquer et il le met à disposition par un lien. Donc on voit Save and Share. Voilà, et j'ai automatiquement soit le lien Internet que je peux mettre à disposition, soit aussi un QR code. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous voyez le QR code s'afficher. Oui, oui, oui. D'accord, très bien. Juste rapidement, avant de finir par rapport à ces 3 applications, l'outil Vimeo pour enregistrer, sauvegarder les vidéos et les mettre en lien après. Moi, j'utilise Vimeo. On a une capacité de téléchargement de 500 mégas par semaine. Donc, voilà ce que je vous disais tout à l'heure. Les corrections maintenant, je filme mon écran et je fais ma correction d'exercice ou un travail de lecture. Voilà. Très Voilà bien. pour les premiers outils. Alors, je vais arrêter le partage. Voilà. Et voilà, ce sont des outils qui sont intéressants. Là, on a passé un petit peu de temps là-dessus, mais comment dire, l'enregistrement sonore, ça permet vraiment aux enfants d'entendre les voix de l'enseignant. Vraiment très intéressant, avec screencast-o-matic également. Ça permet à la fois d'entendre et de voir, et puis la classe virtuelle, de partager un moment avec les élèves, donc en étant ensemble de manière synchrone, quoi. Oui, alors, juste pour rappeler, la classe virtuelle, ça vaut vraiment le coup de le tenter. On est parfois avec des petits soucis de connexion par rapport au débit Internet. Faut pas non plus nier. Mais la qualité, on remet de la relation avec les élèves. Et ça, c'est vraiment important. Et je trouve que c'est l'outil le plus adapté, en tout cas pour les grands qu'on peut avoir actuellement. Les tutos sont sur le site que l'on a montré tout à l'heure, celui où était Gaël tout à l'heure. Oui, Gaël a montré. ec29numérique.org. Vous allez retrouver les tutos sur le blog. Ils sont tous là. Donc, le comment faire, vous allez les retrouver là. Sonia, d'ailleurs, toi, tu as été amenée à utiliser certains de ces outils, en particulier la classe virtuelle, dans le cadre de projets que tu as mis en œuvre avec tes élèves. Oui, alors tout à fait, Hervé. En fait, par rapport à ce que vient de dire Jean-Yves, donc au tout début du confinement, nous avons fait le choix pour notre classe en fait de multiplier les canaux qui permettaient de garder le lien avec les élèves et les familles. Donc c'est vrai qu'au départ, on a beaucoup privilégié les appels téléphoniques notamment. L'ENT Benelux, puisque c'est un ENT que l'on avait l'habitude d'utiliser déjà en classe. Mais j'ai réalisé ma première classe virtuelle hier, en fait, en groupe classe, dans le cadre d'un projet que nous avons sur l'école. Donc, juste pour vous rappeler vraiment très brièvement le contexte de ce projet. Donc, nous avons un projet d'école autour du bien-être, du climat scolaire, mais aussi de l'éducation à l'environnement. Donc, nous avons fait tout un travail avec les enfants de recherche d'informations sur ces différentes thématiques. Et un des axes qui a été choisi par les enfants prioritairement, ça a été de travailler sur la cour d'école. Donc, l'aménagement de la cour, mais aussi comment est-ce qu'on allait pouvoir, au sein de l'école, renouer un petit peu avec le vivant pour travailler tout ce qui était autour de la biodiversité. Juste avant le confinement, en fait, une journée avait été balisée, une journée tous au jardin, avec des parents, grands-parents, des oncles, voilà, bénévoles pour aider les enfants à encadrer cette journée-là. Et donc, nous nous sommes quittés un peu avant, au moment du confinement, nous nous sommes quittés en n'ayant pas pu participer à cette journée. Donc, pour ma part, en fait, à travers les liens que j'avais pu avoir avec les enfants via les conversations téléphoniques, mais aussi via la boîte mail Benelux
Et puis également avec la boîte mail des parents, j'ai senti un petit essoufflement par rapport à ce qu'on leur avait demandé depuis le début. Donc on a ressenti de la fatigue, voilà, une baisse de régime général. Et donc, je me suis saisie de ce projet d'école, en fait, pour recréer du lien avec les enfants et retravailler cette question des interactions et de l'appartenance au groupe. Donc, c'est pour ça que, en fait, hier, eh bien, j'ai testé la classe virtuelle en groupe classe, donc à la différence de Jean-Yves qui ne l'a fait pour le moment qu'en petit groupe. Donc sur 25 élèves, 24 étaient présents. La petite fille qui n'a pas pu nous rejoindre n'était pas là parce que son papa était en télétravail, mais nous l'avions eu auparavant au téléphone et je lui ai envoyé hier la synthèse de ce qui s'était partagé et ce qui s'était dit. Donc c'est vrai que pour ce qui est du projet, c'est d'autant plus questionnant qu'il va se vivre à distance. Donc la question de l'explicite et des interactions est vraiment primordiale. Donc tout d'abord, les enfants ont été destinataires d'un mot qui a bien expliqué dans quel contexte on se trouvait et quels étaient les objectifs qu'on se fixait par rapport à ce projet-là. Ils ont été également destinataires d'une feuille de route qui leur a donné des repères par rapport aux différentes étapes, qui leur a permis aussi de compléter, de remplir au fur et à mesure des étapes qu'ils passaient. Nous avons également mis en place avec les enfants un Padlet collaboratif. Donc c'est un Padlet en fait sur lequel chacun des enfants peut venir apporter sa contribution, soit en déposant des documents qui vont servir le projet, des vidéos, des enregistrements, des documents PDF, hein, vraiment selon les possibilités de chacun. Mais mon objectif premier, en fait, à travers cette classe virtuelle, ça a été déjà de retrouver le groupe classe, de refédérer le groupe, de recréer une unité, en fait, que l'on a un petit peu perdue depuis ces quelques semaines-là déjà de confinement. Et de vraiment de permettre aux enfants de retrouver une appartenance au groupe et de resserrer les liens. Donc les premiers temps en fait de la classe virtuelle ont été ont permis vraiment ce temps-là de retrouvailles, j'ai envie de dire. Donc après des réglages un petit peu techniques comme on a pu le faire là, couper vos micros, on ne lève la main que lorsque l'on a quelque chose à dire. Les enfants ont pu, ceux qui le souhaitaient en tout cas, exprimer librement comment ils se sentaient. Se voir, voilà, se dire bonjour. Et ensuite, nous avons pu recentrer sur le projet, sur les objectifs du projet, et puis vraiment se redire les objets d'apprentissage et les tâches que chacun et chacune allait devoir effectuer. Voilà, c'est une modalité en fait que les enfants connaissent bien. Ils ont l'habitude en classe déjà de travailler en projet, donc c'est vrai que sur la question de la motivation et des interactions entre eux, j'étais assez confiante. Ça s'est confirmé hier lors de cette classe virtuelle. Donc voilà, j'ai eu beaucoup de retours positifs et c'est vrai que pour la question de l'appartenance au groupe, je pense que c'est vraiment important quoi, de refédérer les enfants autour de quelque chose qui fasse unité et sens pour eux. Merci Sonia. Je crois qu'il y a une chose que tu as dite et qui me semble être importante, qui reprend un peu ce que Gaël disait au début également, à savoir que l'importance, au-delà de la tâche sur laquelle on va se retrouver pour travailler, c'est qu'on a un temps pour échanger, un temps, j'aurais envie de dire, un temps de récréation
hein, où on peut se retrouver avec les camarades pour échanger et qui me semble important, quoi. Voilà, autour de cette question-là. Alors, autour de ce temps de la rencontre, est-ce qu'il y aurait parmi vous, à ce moment-là, vous pouvez décrocher le micro si vous voulez, est-ce qu'il y aurait une question? On a vu qu'il y a des échanges, hein, sur le chat, mais est-ce que quelqu'un aurait une question à formuler? Oui, moi je veux bien poser une question. Oui. Laurence Pellet. Laurence, oui, vas-y Laurence. Alors j'ai une classe à 3 niveaux et donc j'avais envisagé justement, je suis intéressée par l'animation par petits groupes puisqu'ils sont, pour le plus grand groupe, moins de 10. Simplement, comment rejoindre ceux qui ne sont pas connectés du coup? C'est difficile. C'est ce qui me pose. Je ne voudrais pas commettre d'injustice. Je trouve ça très intéressant, mais je ne voudrais pas laisser des enfants sur le bord du chemin. Oui, tu as raison concernant, alors si on est sur une question technique, hein, c'est-à-dire que si on se retrouve avec des enfants qui sont dans des zones blanches ou qui n'ont pas accès, quoi, tout simplement, hein. Il y a plusieurs réponses à ça. Alors d'abord, il ne faut pas s'interdire parce que certains ne peuvent pas accéder, que les autres en soient dispensés. Ça, c'est la première chose. Néanmoins, ce n'est pas une réponse suffisante. Il existe autrement d'autres outils. Alors, c'est un palliatif, hein, ce que je vais te répondre là. Comment tu iras regarder sur le blog. On a mis aussi cette possibilité de se retrouver ensemble pour un moment en audio. Alors, en audio, mais avec le téléphone classique. C'est une fonctionnalité qui est proposée par OVH et que l'on a mise sur le blog, donc on pourra le remettre aussi tout à l'heure, le remontrer à l'occasion, mais qui permet à ce moment-là des échanges quand même en direct aussi avec les élèves, mais cette fois-ci en audio. Je précise qu'on peut être plusieurs. C'est-à-dire que ce n'est pas limité à un échange entre l'enseignant et les élèves, hein. On pourrait avoir 5, 6, 50 élèves en même temps. Et c'est exactement comme quand vous téléphonez. Donc on a mis l'exemple sur le blog et il faudra qu'on y revienne un petit peu plus tard, montrer à quelle adresse ça se trouve. Ouais, moi, pour revenir sur ça, les classes virtuelles m'ont permis, donc j'ai demandé aux enfants de s'inscrire en fait sur un document avant, il y avait un emploi du temps. Et du coup, les quelques élèves qui ne se connectaient pas, j'ai appelé. Mais du coup, j'avais moins de besoin d'appeler les gens par téléphone parce que la classe virtuelle avait fonctionné. Donc c'était un outil qui m'a fait gagner du temps finalement. Et puis les dernières familles, je les ai appelées. Très bien, merci. Alors, je vous propose donc qu'on poursuive autour de la question de la motivation et du décrochage qui fait suite, hein, à ce que l'on s'est dit là. 4 semaines, c'est long. On voit apparaître ici et là une fatigue chez les enseignants, chez les élèves qui sont passés de la phase de découverte, hein, des outils, des mises en ordre de fonctionnement de classe nouveaux. Hein. Et pour les élèves qui ont des besoins d'une présence de proximité, il est peut-être compliqué de garder la motivation pour travailler. Le décrochage peut guetter. Il est important de respecter le temps qui est consacré aux apprentissages, hein. On a eu l'occasion de le dire très, très souvent, hein, pas des temps trop longs, on indiquait 2 heures maximum par jour, mais tout cela n'est pas forcément suffisant. Il y a des points de vigilance à avoir pour éviter les décrochages parce que c'est un petit peu, on arrive là au bout de 4 semaines on a pris des habitudes, il ne faut pas que ça devienne des routines qui débouchent sur des décrochages. Gaëlle, tu aurais quelque chose à nous dire là-dessus? Oui, effectivement, vos retours montrent qu'au départ, les élèves se sont montrés plutôt volontaires, peut-être par l'attrait de la nouveauté. En tout cas, ils ont joué le jeu. Et que là, certains parents commencent à demander un petit peu d'aide et d'accompagnement parce que la motivation commence à s'éroder au bout de ces 4 semaines. Voilà, donc des leviers pour favoriser la motivation et l'implication, vous en avez déjà identifié quelques-uns, je vous les partage, il y en a certainement d'autres. Donc celle de varier les modalités d'apprentissage, donc par des projets, comme Sonia vient d'évoquer, le maintien des rituels ou en tout cas l'adaptation des rituels de classe
à distance, qui sécurise aussi les élèves et qui retrouvent avec plaisir ces rituels de classe adaptés à la maison. Des situations ludiques, vous en proposez très régulièrement. Et l'utilisation de défis, alors soit des petits défis qui peuvent être quotidiens et relevés rapidement, soit des défis un petit peu plus longs et plus ambitieux. Je vous en présente un en sciences. Qui est proposé par les aventuriers. Alors là, les défis s'organisent à la semaine. Je le cherche. Est-ce que vous l'avez là à l'écran? Oui. Voilà, donc chaque semaine, les aventuriers proposent un défi le lundi qui est à résoudre, à relever dans la semaine. Un défi pour les 5-7 ans, c'est celui que je vous présente. Un défi pour les 8-10 et un défi pour le début de collège. Mais chacun peut choisir aussi selon son niveau. Voilà, donc ici, par exemple, le défi de cette semaine, c'est comment faire flotter l'eau bleue et l'eau rouge. Donc c'est très bien fait, tout est préparé, le matériel à utiliser, les conditions de réalisation et puis quelques vigilances par rapport à ce qu'on utilise. Et à chaque fois, les élèves ont des indices que vous pouvez éventuellement imaginer de proposer de manière différenciée au fil de jour, le mardi l'indice 1, le mercredi, pourquoi pas l'indice 2, etc. Ou peut-être le jeudi, si vous n'envoyez rien le mercredi, et qui permettent aux enfants d'avancer dans le défi. En plus, les indices, généralement, sont plutôt sympas. Voilà, et donc vous pouvez soit garder le défi pour vous dans la classe, soit le remonter aux aventuriers qui diffusent les propositions sur leur site. Donc c'est une autre modalité pour garder la motivation. La nécessité aussi de laisser les élèves faire des choix. On voit beaucoup dans vos plans de travail, dans vos propositions, des activités qui sont un petit peu incontournables ou obligatoires, et puis des activités bonus, des projets qui fédèrent la classe, que chacun relève ou non, selon le ton dont il dispose et l'envie. Donc, tous ces choix permettent aux élèves d'être responsabilisés, d'avoir l'impression d'être un petit peu décisionnaire là, dans son projet, et ça favorise aussi la motivation. La question de la réussite aussi, hein, c'est important que sur cette période, les élèves gardent un sentiment de compétence. Parfois, les parents peuvent peut-être renvoyer des choses un petit peu, alors on ne va pas dire négatives, mais rencontrer des difficultés pour accompagner leurs enfants. Donc, ils ont grand besoin d'avoir ce sentiment de réussite. Donc, le fait de s'assurer qu'on propose à chacun au moins une activité qu'il va réussir, ça nous paraît aussi très intéressant. C'est ce que vous faites, hein, on le voit dans toutes vos propositions. Voilà. Et puis alors, une chose sur laquelle on est revenu aussi aujourd'hui dans l'actu, c'est la question de l'évaluation. On y reviendra dans le 3e point sur l'évaluation, mais l'auto-évaluation aussi, bien sûr, ça participe à la motivation quand l'élève peut s'assurer que ce qu'il restitue à l'enseignant est bien en conformité avec ce qui est attendu. Voilà. Et puis un dernier point, c'est la question des feedbacks que vous avez évoquées aussi dans certaines de vos questions avant ce webinaire, voilà, qui joue un rôle important. Vous savez, on est privé à distance de tous ces petits retours qu'on fait aux élèves sur ce qu'ils font. Alors, des retours non verbaux, hein, des sourires, des acquiescements, peut-être une main sur l'épaule pour encourager, puis aussi des retours verbaux mais très informels qu'on ne peut pas maintenir à distance ou difficilement, comme des bravos, des encouragements. Voilà, donc tous ces feedbacks-là, ils disparaissent à la distance. Voilà, alors parfois ils sont intentionnels, parfois ils ne le sont pas, mais ça fait partie du vécu de la classe. Et donc on réfléchit aussi à la façon de restituer, en tout cas de prolonger un petit peu tous ces encouragements. Donc on a parlé de la classe virtuelle, d'éventuelles conférences téléphoniques ou des appels qui sont parfois plus individuels à un élève, des mails. Voilà, en tout cas toutes les modalités sont bonnes pour tous ces feedbacks de motivation. D'autres feedbacks qui sont importants, et on en reparlera aussi pour l'évaluation, c'est tout le rôle des feedbacks correcteurs. Vous savez, quand on valide ou quand on donne des indications à l'élève pour qu'il avance dans ce qu'il est en train de faire, ce sont souvent des choses qu'on fait de manière spontanée et puis au plus près du travail de l'élève. Ici, c'est plus compliqué, on est plus éloigné dans le temps de la production de l'élève. Mais vous trouvez tout un tas de modalités pour ces feedbacks correctifs. Alors, pour le numérique, il y a tous les exerciceurs, vous savez, tous ces exercices en ligne de type calculatrice et autres qui permettent à l'élève d'avoir une validation immédiate ou presque.
Mais je vois que les enseignants de maternelle utilisent aussi les jeux de la maison, des puzzles par exemple, qui permettent aussi un feedback immédiat sur la réussite de l'activité. Donc tout ça, c'est très intéressant. Et puis Jean-Yves nous a montré par exemple Screencast-O-Matic. Ça aussi, ça permet un feedback. On peut s'enregistrer pour dire quelques mots à l'élève sur ce qu'il a produit. Voilà. Je voulais vous montrer tout à l'heure l'utilisation de la vidéo, donc j'y reviens rapidement parce qu'elle est là, Jean-Yves en a parlé aussi. Vous voyez ici donc Sandrine, justement, dont Jean-Yves parlait au relais, qui a utilisé la vidéo pour entrer en lien avec ses élèves et expliciter le travail qu'elle proposait sur le poisson d'avril. Vous pouvez la retrouver sur le blog. Hein. Voilà, je laisse la parole à Hervé ou à Jean-Yves. Non, je regarde en même temps, le chat se poursuit là, avec tous les échanges, et j'allais répondre à Stéphanie qui disait qu'il n'y avait pas forcément de retour de toutes les familles. Et il me semble que effectivement, hein, c'est comme ça, hein, dans toutes les classes, on n'a pas toujours de retour. Pour autant, on peut ne pas les décrocher, c'est-à-dire continuer à communiquer avec eux. Alors, ça peut être, si on veut pas, bien sûr, en appelant là, hein, la famille par téléphone, mais tout à l'heure, on évoquait le petit vocaro, des petites choses comme ça, ou bien la petite vidéo où on voit la maîtresse, qui permet à l'élève de se rappeler, malgré tout, même si lui ne répond pas, qu'on reste toujours en contact avec lui. Donc, il n'y a pas toujours le retour de l'élève, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut qu'il y ait quand même le retour de l'enseignant. Voilà, là, je répondais directement par rapport au chat. Pardon, Jean-Yves, par rapport aux outils numériques concernant cette question de la motivation. Oui, alors moi dans la motivation, je voyais beaucoup aussi le fait du sentiment d'appartenance, quoi. C'est-à-dire que les élèves, si on n'entretient pas le fait qu'ils appartiennent à un groupe, la motivation personnelle, elle est là au départ. S'il y a les parents, elle est là. Mais moi, j'ai voulu aussi. Moi, je suis beaucoup venu comme ça par le fait d'avoir des supports pour que le groupe puisse voir qu'il existe encore. Alors, moi, j'ai un ENT, mais on peut penser évidemment au Padlet, hein, pour ceux qui connaissent. Il se trouve qu'on a le droit qu'à 3 Padlets. Alors, je voulais juste montrer comment on pouvait, alors c'est qu'une idée, hein, mais comment on pouvait gérer les 3 Padlets pour permettre aux enfants non seulement d'avoir accès aux cours, mais aussi de travailler sur sur des choses qu'ils vont faire ensemble. Alors, premier Padlet, le journal de classe que l'enseignant peut garder pour lui. Un deuxième Padlet qui serait un plan de travail qui est mis à disposition des élèves. Alors, après, on voyait le danger sur du Padlet, c'est de collecter beaucoup d'informations et de perdre un peu l'enfant dans toutes les informations. Donc, voilà, il faut un point de vigilance sur l'utilisation du Padlet quand on met des ressources. C'est le nombre d'informations. Donc, je trouve que, par exemple, la disposition en colonne, elle n'est peut-être pas forcément la plus facile. Enfin, ça dépend, en fait. Il faut voir, il y a plein de formes de présentation pour l'utilisation Padlet. Et puis, un troisième, si on a le droit à 3 Padlets, et voilà, l'outil là que je voulais présenter par rapport au Padlet, c'était un espace de travail qui est dédié aux projets pour les valoriser, aussi au travail collaboratif. On avait vu l'année dernière Hervé, un enseignant de Plougar qui avait montré en fait qu'il utilisait le Padlet, par exemple, avec des enfants qui déposaient des questions et d'autres enfants qui répondaient aux questions. C'est-à-dire que des enfants viennent mettre des questions, alors ça peut être en sciences, en histoire, et d'autres enfants vont répondre. Alors là, c'est un super outil justement pour entretenir la motivation, parce qu'on va avoir, celui qui pose des questions va avoir un intérêt à voir si l'autre répond, et vice-versa. Deuxième outil, moi, que je trouve intéressant pour entretenir aussi la motivation, c'est le NT. Alors là, si on n'a pas de NT avant, c'est un petit peu compliqué, mais je voulais juste faire un retour pour ceux qui utilisent Toute mon année ou Benelu.
Là, je trouve que c'est un bel outil pour entretenir les relations avec les élèves. Alors moi, j'ai fait, par exemple, dans mon ENT, j'ai fait un petit document qui s'appelle Comment ça va, où les élèves sont invités à donner de leurs nouvelles. Voilà. Un ENT aussi, ça permet aussi d'avoir des classeurs pour chaque élève. Je ne sais pas si vous voyez. Donc ça, c'est aussi intéressant parce que les élèves déposent leur travail de façon autonome et moi, après, je peux les corriger. On a aussi un outil de document de partage. Donc ça, c'est un document partagé. Donc ça, c'est aussi intéressant. Ce sont des documents qui sont sur le NT et sur lesquels plusieurs élèves peuvent écrire. Donc, par exemple, j'ai fait un travail d'écriture et là, les enfants sont plusieurs à écrire dessus. Donc, je leur donne une consigne étape par étape et ils voient ce que chaque autre élève fait. Et puis, il y a aussi la messagerie qui permet aux élèves de dialoguer avec l'enseignant et donc d'entretenir un travail quotidien. Un autre outil aussi auquel on ne pense pas forcément, mais qui peut être intéressant, je trouve, c'est Book Creator. Il y a quand même pas mal de gens qui connaissent. Moi, j'ai voulu faire un petit recueil de toutes les productions d'écrits depuis le début du confinement. Donc, avec les rédactions qui ont été faites. Donc, les enfants ont proposé un jogging d'écriture. Là, c'était Pourquoi la mer est salée. Ils ont fait un petit jogging d'écriture dessus. Voilà un outil, je trouve, qui est intéressant parce que les enfants seront curieux de voir ce que les autres ont produit. Voilà pour les trois outils que je voulais présenter. Merci Jean-Yves. Je regarde le temps. En même temps, c'était dit 1 heure et le temps est en train de s'écouler très vite. Mille excuses à tous. Sonia, par rapport au projet, par rapport à la question de la motivation, qu'est-ce que tu pouvais nous dire? Oui, alors moi je rebondis sur un petit message de Guillaume dans le chat qui parle justement du projet et de l'importance de fédérer la classe autour de quelque chose qui va être extrêmement porteur. Donc, c'est évident que la question de la motivation est au cœur de la démarche de projet. Travailler en projet, c'est permettre de saisir les opportunités de la classe, de l'école, et là, en l'occurrence, du vécu des enfants, puisque nous ne sommes pas à l'école. Mais en tout cas, ça suscite tout ce qui est curiosité, envie. Les enfants vont être très motivés par un projet quel qu'il soit dès lors qu'il va répondre à un besoin, qu'il va aussi les impliquer véritablement. Donc pour mon cas, en fait, donc notre projet autour du jardin, c'est vrai qu'il y a un engouement qui est extrêmement fabuleux des enfants depuis lundi autour de ce projet. Parce que nous avons un objectif final qui est celui de collecter tout un tas de connaissances et dans l'idée après de les partager, donc non seulement au sein de la classe avec les autres élèves de la classe, mais également au sein de l'école, puisque l'idée c'est d'apprendre aussi aux autres élèves de l'école tous les apprentissages qui auront été faits là pendant la semaine. Donc c'est un projet qui est extrêmement fédérateur. Chaque enfant peut enrichir le projet par rapport à ce qu'il est en capacité de faire ou de donner. Ils peuvent aussi se conseiller, s'entraider, échanger des outils, des mises en œuvre, donc via l'ENT Benelux, comme le dit Jean-Yves, mais aussi par le Padlet collaboratif et puis également par les temps de classe virtuelle que nous avons démarré hier. Donc j'ai envie de vous dire, c'est pas tant le produit fini qui aura de l'importance, mais plutôt toute la démarche d'apprentissage, l'engagement que chacun y aura mis, et puis aussi ce qui est vraiment intéressant, c'est les interactions au sein du groupe. En tout cas, moi, ce que je constate là au bout de 3 jours, parce que je reçois encore aujourd'hui des documents et des demandes des élèves, c'est que la motivation est revenue. Donc ça, vraiment, moi, ça me tenait beaucoup à cœur.
Et surtout, ce qui me semble très important, c'est que c'est une modalité de travail qui permet aussi de gérer la très grande hétérogénéité que l'on a habituellement dans nos classes, hein, on le sait bien, mais là, elle est d'autant plus grossie, j'ai envie de dire, au microscope que nous n'avons pas nos élèves. Donc, c'est une façon, en fait, de différencier, mais de différencier ensemble. Gaëlle nous le disait tout à l'heure, c'est aussi penser à la réussite de chacun, hein, bien sûr. Donc, dans notre projet autour du jardin, les enfants ont la possibilité de faire des choix, en fait, dans les thématiques qu'ils veulent travailler. Mais ils peuvent aussi, au sein d'une même thématique, ne choisir qu'un objet ou qu'un axe de travail. Donc là, c'est vraiment dans l'idée d'être au plus près des besoins de chacun. Et puis nous, en tant qu'enseignants, à la fois, nous nous mettons en retrait pour favoriser l'autonomie et les interactions entre élèves, l'entraide, le tutorat. Et à la fois, ça nous permet de venir en soutien aux enfants qui en ont le plus besoin. Donc, je vous donne un exemple. Ce matin, j'ai reçu une demande d'une petite fille qui se fait aider par son grand frère. Voilà, il se retrouve un petit peu coincé là avec les outils. Eh bien, ça va me permettre de prendre un temps spécifique avec cette petite fille-là pour l'aider à raccrocher le projet et à mettre sur le Padlet sa production. Donc voilà, c'est à la fois un temps pour nous enseignants, pour nous rapprocher des enfants les plus fragiles et ceux qui sont au bord du décrochage, et puis à la fois une façon de laisser à nos élèves une grande autonomie autour d'un projet qui est visiblement très motivant pour eux et pour nous, parce que je ne vous cache pas que eh bien, cette semaine, je me laisse un peu porter par mes élèves et ça fait du bien. Voilà. Alors, petite précision, hein, un rappel qu'on pourrait faire, hein, c'est qu'il va falloir tenir, on tient sur du long terme, hein, c'est-à-dire que la situation dans laquelle on est aujourd'hui, c'est quelque chose dans lequel on s'engage, on ne sait pas jusqu'à quand, et que comment dire, un projet, ça s'inscrit aussi dans un temps assez long, et donc c'est une motivation qui permet enfin, ou plutôt le projet permet de tenir la motivation des élèves. Hein, il ne faut pas qu'on oublie, hein, les uns et les autres qu'on risque d'être dans quelque chose de long, hein, ce dans quoi on est. Et donc, un projet, ça permet de s'inscrire dans la durée, avec, comme le disait Sonia, la possibilité pour les élèves, les uns et les autres, de s'y retrouver, et puis de différencier un petit peu les choses, d'apprendre les uns des autres, etc. Je vois dans le chat, là, je vois l'heure aussi qui passe, je voyais dans le chat qu'il était beaucoup question d'un outil de WhatsApp. Faites attention, dans nos outils de communication, il y a une règle à laquelle il faut qu'on soit très attentif. C'est la question de la RGPD, la Réglementation générale de protection des données. Et comme il y a beaucoup d'images, des numéros de téléphone, etc., qui circulent, soyez prudents, soyez attentifs, parce que eh bien, vous ne savez pas les devenirs des choses. Les photos, les projets sur lesquels on invite les enfants à se prendre en photo, et on fait un mur Padlet avec toutes les représentations, c'est quelque chose qui est très, très, très sympa et très fédérateur. Mais ne perdez pas de vue cette question donc du droit à l'image, et attention par rapport à ces choses-là. Sur WhatsApp, attention à la communication des numéros de téléphone. Vous ne savez pas ce qu'ils deviennent après. Donc dans les outils dont on a parlé tout à l'heure, en revanche, tels que la classe virtuelle, vous êtes tranquille, il n'y a pas de numéro de téléphone qui circule. De la même façon que dans l'outil quand je parlais d'échange téléphonique, et ça passe aussi par un numéro de téléphone unique et qui n'est pas le vôtre. Donc voilà, ça évite quelques petits soucis. Je vois l'heure. Alors, il y avait une autre question qui était aussi qui concernait la continuité pédagogique pendant les vacances.
Hein, qu'est-ce qu'on fait pendant les vacances? Dans une semaine, le 10, les enfants se retrouvent en vacances. Alors, il est pour tout le monde, même en étant confiné, il est utile de pouvoir décrocher et puis de souffler et de faire d'autres choses. Néanmoins, rien ne vous interdit de faire qu'il y ait des propositions qui soient faites, hein, au niveau des familles, et après, libre aux familles de les mettre en œuvre. Comment Gaël évoquait tout à l'heure les aventuriers. La question des aventuriers propose des choses pour les classes, mais propose aussi des choses à vivre en famille, à la maison, pour ceux qui le souhaitent. Donc, c'est des propositions qui peuvent être faites. De la même façon, dans le domaine des arts, il y a aussi des visites virtuelles qui sont faites. Dans le domaine, j'ai oublié le troisième que j'avais repéré, dans la littérature de jeunesse ou dans des livres à aller repérer, on en mettra sur le blog, hein, des pistes possibles, en tout cas, qui permettent aux enfants et aux familles de continuer ensemble, et puis, mais sans qu'on soit dans la contrainte, c'est pas tout à fait le cadre scolaire non plus, quoi. C'est pas tout à fait le même temps qu'aujourd'hui où on a des choses bien spécifiques qui sont données à faire. Mais néanmoins, hein, j'ai envie de dire, sur le plan éducatif, eh bien, on peut faire quelques propositions. Voilà. La dernière partie de notre intervention concernait la question de l'évaluation et de l'auto-évaluation, sur comment évaluer à distance, qu'est-ce qu'on peut évaluer et comment faire de l'évaluation un levier pour les apprentissages et la motivation des élèves. Alors, on va essayer d'être un petit peu plus court pour que ça prenne pas trop de temps, hein, puisqu'on a déjà un petit peu débordé. Gaël, est-ce que tu veux bien prendre la parole? Alors, je vais être rapide sur la question de l'évaluation parce que je vois l'heure, même si c'est une question importante. Alors, oui. Effectivement, on s'est vite aperçu là, dans cette situation d'enseignement à distance, que la forme d'évaluation à privilégier était l'évaluation formative. On a tous eu besoin d'une évaluation qui soit au service de nos élèves et qui nous permette d'ajuster nos propositions. Parce que, toujours pareil, à distance, on perd tout un pan de notre enseignement. Et là, comme nous, en ce moment, on ne capte plus peut-être les froncements de sourcils de nos élèves, les soupirs, mais aussi les approbations. Donc, on perd toute cette partie du non-verbal qui nous renseigne sur l'état émotionnel de l'élève. On perd aussi la notion du temps passé par l'élève à réaliser la tâche qui est proposée. Donc, il y a tout un tas d'éléments qu'on a par l'observation en classe, et cette observation, elle n'existe plus dans la situation d'évaluation à distance, la question du temps. Voilà, donc on a eu besoin de chercher des réponses pour pouvoir en tout cas pallier à toutes ces observations qui nous manquaient. Alors, il y en a quelques-unes qui commencent à émerger. Donc, très vite, vous avez opté pour l'appel aux familles et progressivement, certains ont eu le besoin de proposer une trame, un petit peu comme des entretiens tripartites, donc une trame pour ces appels téléphoniques. Vous en retrouverez une qui vous est proposée sur le blog. Et revient ici, bien entendu, la question de l'auto-évaluation qui est aussi abordée dans l'actu qui est paru aujourd'hui. Et donc, l'idée d'intégrer cette évaluation ou des critères de réussite que Sonia vous présentera tout à l'heure, hein, d'intégrer cette auto-évaluation dans les activités qu'on propose aux élèves. Alors, pour aller rapidement, je vous montre un dernier exemple. Jean-Yves et Sonia en montreront d'autres. Donc, sur le site, vous avez ici, par exemple, un exemple d'auto-évaluation de l'élève. Donc, ça pourrait être suite à l'activité ou à la journée ou à la semaine. Ici, c'est à la semaine, qui prend en compte à la fois la réalisation de la tâche, donc ce que l'élève a appris et compris, sachant que ça reste difficile pour les élèves de cycle 2, mais aussi un espace pour qu'il puisse dire comment il s'est senti, et puis quel est le temps qu'il a passé par rapport au temps annoncé par l'enseignant. Alors, on ne voit pas, Gaël. Alors, je recommence. J'ai oublié d'appuyer sur la... Peut-être oublié effectivement de partager. Le partage d'écran. Alors, est-ce que là, vous le voyez? Oui,
c'est en train d'arriver. Voilà. Alors, sur le site, sur le blog, vous aurez soit la fiche que vous pouvez modifier, qui est en format Word, soit la fiche avec un enregistrement, donc une petite explication audio pour les parents et les élèves. Voilà. Donc, comme je vous disais, ça permet d'indiquer ce que l'élève a fait, ce qu'il a aimé, ce qu'il n'a pas aimé, appris, compris, mais aussi de prendre en compte son état émotionnel et le temps qu'il a pu passer pour évaluer que le temps n'est pas trop important au regard de ce qu'on a pu lui proposer. Mais je laisse Sonia et Jean-Yves présenter peut-être d'autres outils ou d'autres modalités. D'accord. Alors, je vais essayer de faire rapidement. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Moi, vraiment, l'outil que je trouve intéressant... Ah, pardon. Oups, là, parce que je me vois, c'est pas très agréable. L'outil que je trouve le plus intéressant actuellement... Alors, est-ce que vous voyez? Ça reste quand même la classe virtuelle parce que... Alors, attendez, ce qu'on voit, voilà. Parce qu'on a tout de suite un retour de l'élève. Mais il y a quand même des outils autres qui peuvent être intéressants avec différentes formes de correction, d'auto-évaluation qui sont proposées. Un outil là, que j'ai découvert avec le confinement, c'est la cuisinière de Canopé qui est très bien fait et qui permet d'avoir, donc ce sont des questionnaires qu'on peut faire où on met comment dire, un certain nombre de questions qui peuvent être orales, écrites, des documents, des vidéos. Alors attendez, je vais essayer de retourner. Hop, voilà, on va voir. Hop, donc voilà, on peut mettre des petites questions audio, des QCM, voilà, et l'enfant, à un instant T, on peut apporter la correction et chaque enfant a un code pour se corriger. Donc ça, c'est un outil d'évaluation. Alors, on est bien d'accord qu'on n'est plus sur des évaluations formatives, hein. Mais voilà, un instant T, tous les élèves ont accès à une correction. Autre chose, c'est Learning Apps qui est très très bien fait. C'est ça, c'est important de rappeler cela. Hein. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans des situations d'évaluation sommative. Hein. Non. Dans le contexte. Hein. Au contraire, c'est pour aider l'élève à apprendre. Et ça te permet aussi, si on prend la cuisinière que tu viens de montrer, c'est d'avoir un retour global. Puis ce qui est très intéressant dans la cuisinière, c'est que les consignes, elles peuvent être écrites, elles peuvent être orales aussi. Donc il y a tout ce mélange-là qui fait qu'on reste dans la proximité de l'enseignant avec les élèves. C'est pour ça que c'est intéressant. Oui, il faut faire attention évidemment au type de questions qui sont posées, mais là, c'est un petit peu comme d'habitude, quoi. Oui, j'ai proposé justement à la cuisinière avec une évaluation, un temps de questionnement sur de l'histoire avec une version écrite et une version micro. Donc les élèves pouvaient s'enregistrer. Donc il y a un petit quart d'élèves qui ont fait ça. Autre application, Learning Apps. Je ne sais pas si vous connaissez. Alors là, l'intérêt, ça va être avec correction immédiate, donc auto-évaluation de l'élève. Et ce sont plein de petites applications qui sont disponibles et qui ont l'avantage d'être... en fait, c'est en open source. Donc, c'est-à-dire qu'on peut utiliser des ressources et les personnaliser. Moi, je trouve ça intéressant aussi parce qu'on peut mettre des informations qui nous concernent. Donc, voilà, on peut personnaliser le message, personnaliser les questions. Donc, voilà, Learning Apps, c'est un outil intéressant. Google Form, alors pareil, moi, c'est un outil que j'utilise pour avoir des retours. Par exemple, je pose des questions et je vais avoir les réponses sous forme de statistiques. Donc, évidemment, on ne va pas les donner aux élèves de cette façon-là, mais... Moi, là, je vois, c'est pas fini. C'est Learning Apps aussi. Mais ça, je crois que c'était sur... comment ça s'appelle Oui, je ne sais pas qui parle là, j'entendais pas. Voilà, et moi, Google Forms, j'utilise plus après en analyse avec des enfants. Donc, ça pourrait, par exemple, faire un questionnaire en amont avec des élèves et faire une classe virtuelle ensuite pour analyser des résultats. Et puis, un dernier document qui est Framapad, qui permet de faire... Alors, c'est le principe de la page blanche. On fait ce qu'on veut avec Framapad, mais c'est en accès libre à tous les élèves auxquels on envoie des invitations. Donc moi, je l'utilise pour faire, par exemple, un travail d'enrichissement de texte, un travail de conjugaison,
et chaque élève est invité à participer. Voilà, on voit à chaque nouvelle personne qui participe, il y a sa couleur qui s'affiche. C'est très facile à mettre en place. Et bon, je montrais tout à l'heure, moi je l'ai utilisé pour, alors c'est dans le même principe, hein, pour faire des préparations de dictée. Donc par petits groupes, comme je faisais en classe. Il faut que ces outils-là, ça rejoigne aussi, on n'a peut-être pas dit, mais tous les outils que j'ai utilisés pendant cette période-là rejoignaient des pratiques que j'avais faites, enfin, que j'avais eues auparavant. Hein, de façon à ce que les élèves ne se trouvent pas un peu piégés par la technologie ou par la façon de travailler. Donc, ils savaient travailler en groupe sur de la préparation de dictée. Donc, l'outil que je leur ai mis à la disposition, pour eux, c'était assez rapide à mettre en place. Voilà, c'est vrai que Framapad, c'était un outil de collaboration qui était extrêmement intéressant. Alors, on a voulu s'en servir beaucoup au début du confinement, et puis il y a eu des soucis techniques. En même temps, bon, Framapad nous demande de ne pas trop l'exploiter parce que ce n'est pas un outil au départ prévu éducation nationale. Hein, ce n'est pas un outil de service public. Mais c'est vrai qu'il il offre cet avantage, cette qualité de permettre de collaborer de manière synchrone ou asynchrone. On peut être ensemble ou ne pas travailler en même temps, mais sur un objet, sur un support commun et de manière très très simple. C'est ça qui est vraiment intéressant. Chez les grands, là, chez les plus grands. Ouais, là, à travers les quatre outils, on voit qu'il y a 4 façons d'évaluer ou de co-évaluer ou d'auto-évaluer. C'est-à-dire que ça correspond à des temps différents. Donc, voilà. Il faut voir qu'est-ce qui peut nous rejoindre sur ce qu'on veut faire. Mais voilà. J'insiste bien, ça n'est pas, pour moi, c'est une évaluation en cours, quoi. Et ça n'a intérêt que si l'enfant accède à une correction et que ça l'aide. Mais moi, je n'y pose pas de verdict dessus, quoi. Alors, Sonia, par rapport à cette question sur l'évaluation et le projet. Oui. Alors moi, je rebondis par rapport à ce que vous avez dit auparavant, mais aussi par rapport aux questions et aux commentaires du chat. Oui, très bien. Alors, dans l'évaluation, je crois que c'est vraiment important qu'on garde en mémoire, effectivement, qu'on ne parle pas d'évaluation sommative, hein, qu'on est vraiment sur la question de la valorisation des élèves, de nos élèves et de tous nos élèves. Donc, pour moi, c'est fondamentalement tout ce qui va déjà passer par l'évaluation orale, notamment chez nos jeunes élèves. Hein. Il y a des commentaires dans le chat, des questions par rapport à la maternelle. Tout ce qui va permettre aux enfants d'entendre par notre voix, en fait, combien on valorise leurs essais et ce qu'ils font et combien on les encourage. Donc ça, je pense que c'est fondamental. Tout ce qui va être aussi autour de la vidéo, notamment pour les enfants de maternelle, que l'enseignant puisse amener régulièrement des petits films. Alors, se filmer nous-mêmes, mais aussi peut-être faire un petit recueil des productions des autres élèves de la classe. Ça, je pense que c'est effectivement important. Il y a aussi la question, à mon sens, donc de l'auto-évaluation. Tu en as beaucoup parlé, Jean-Yves, à travers les outils que tu viens de nous présenter. Hein, c'est ce qu'on fait, moi, c'est ce que j'ai pu faire aussi avec mes élèves en utilisant l'outil La Cuisinière. Et je pense qu'il y a peut-être un aspect de l'évaluation que l'on a un petit peu laissé de côté du fait de cette distance, c'est la co-évaluation. Hein, donc, c'est ce qui va... comment est-ce qu'on va raccrocher nos élèves en fait à travailler en faisant du collaboratif pour leur permettre aussi de s'évaluer entre pairs. Donc, alors si je reviens à notre projet jardin, je pense qu'il est essentiel de définir avec les enfants en fait des critères de réussite, des critères qui vont leur permettre de s'auto-évaluer dans un premier temps et puis de se co-évaluer par la suite.
Donc, je peux vous partager, si vous voulez, des petits Très, très vite, documents. Sonia. Tu as vu qu'on est un peu bavard et puis on Oui, avait donné un timing et on l'a largement dépassé. Donc, il faut qu'on termine alors, rapidement. d'accord. Je vous montre juste deux documents qui montrent un peu ce que l'on peut faire en auto-évaluation. Donc, voilà. Que Donc, tu un partages. premier document qui a été Partage ton donné. écran. Donc, voilà. Là, vous voyez? Oui. Oui. Donc, sur la feuille de route que les enfants ont reçue, il y a dans la colonne de droite, en fait, une auto-évaluation des différentes étapes. Hein. Les différentes étapes sont à gauche. Donc, voilà. Et sinon, donc, ce que nous avons fait hier lors de la classe virtuelle, en fait, avec les élèves, c'est que nous avons coécrit les critères de réussite du projet. Donc, ce sont des critères de réussite qui ont été énoncés par les enfants et que nous avons coécrit en fait sur le tableau blanc qui est disponible dans la classe virtuelle. Hein, donc, c'est sous forme voilà, de colonnes dont les critères sont assez explicites pour eux puisque ce sont les élèves qui les ont identifiés. Et puis, une évaluation un peu globale du projet, ce que j'ai appris, ce que j'ai aimé, ce que je n'ai pas aimé et ce que j'ai trouvé difficile. Voilà, donc c'est très succinct, hein, j'essaie de faire assez court, mais je crois que cette co-construction en fait, des critères d'évaluation est extrêmement importante, encore plus dans le contexte qui est le nôtre aujourd'hui de distance, quoi. D'accord. La question, alors c'est vrai que on voit que même à distance, on parvient à intégrer les élèves et avec eux à bâtir ces outils d'évaluation. Peut-être qu'un exemple de cet outil-là pourra être mis aussi sur le blog pour donner des pistes, hein, et ça rejoint certains outils que l'on a mis. Je vois l'heure qui défile. Et je pense qu'on va s'arrêter là parce qu'on a déjà dépassé de pas mal le temps qui était prévu. Je vois qu'il y a eu beaucoup d'échanges qui se sont faits via le chat. Et puis, je voudrais profiter pour remercier également Marie Ramos et Marilyn Abéguilé qui étaient non pas à l'écran, mais qui participaient au chat et qui ont pu, par ce biais-là aussi, participer aux échanges. Et je voudrais aussi vous remercier pour les échanges que vous avez eus sur le chat. On va essayer de les récupérer. On va vous dire aussi que ce webinaire que nous venons de vous proposer, bon, c'est une première. Alors, voilà, on s'était calé sur 1 heure, ça fait un petit peu plus. On est désolé. Alors, on essaiera d'ajuster la jauge la prochaine fois et on en fera d'autres certainement. Ce qui serait intéressant, c'est que vous nous renvoyiez, continuez à nous renvoyer vos questions, vos préoccupations, partagez aussi vos découvertes, c'est extrêmement important. Nous avons mis sur le blog de la DDEC, en lien également sur la note actu que vous avez reçue aujourd'hui, comme les semaines passées, un formulaire qui vous permet de poser des questions et de nous rejoindre. Nous n'avons pas abordé tous les sujets, puis nous n'avons sans doute pas, et certainement pas approfondi tous non plus. Donc, les élèves à besoins éducatifs, sur l'évaluation, il y a certainement besoin d'y revenir. Nous reviendrons vers vous après les vacances pour faire d'autres propositions. Juste la petite cerise sur le gâteau pour ceux qui sont intéressés et qui voudraient découvrir un peu plus concrètement la classe virtuelle qui est proposée par le CNED. Eh bien, on propose à ceux qui le souhaitent de nous rejoindre vendredi prochain. Vendredi, donc c'est le 10 l'après-midi à 14h30 pour découvrir la classe virtuelle. Si vous êtes intéressé, vous nous envoyez un mail, soit à Jean-Yves .penven@enseignementcatholique.bzh, soit à hervé.tréguier@enseignementcatholique.bzh. Donc, vous nous envoyez un mail et puis on vous accueillera dans une petite classe virtuelle qui vous permettra de découvrir comment ça fonctionne. Ce petit temps d'échange ne durera pas 1 heure parce que ce n'est pas le temps nécessaire pour découvrir comment ça fonctionne. Pardon.
En tout un cas, quart d'heure, 20 minutes. Hein. comment? Un quart d'heure, 20 minutes, on peut dire, Hervé. Voilà, c'est vraiment un temps court. En tout cas, vous dire merci à tous et à toutes. Pardon de ne pas avoir eu le temps de vous prendre en direct. Merci à Laurence qui a fait une petite intervention tout à l'heure au début. En tout cas, ce fut un plaisir pour nous de vous retrouver. Et puis au plaisir de vous retrouver une fois encore plus tard. En attendant, c'est bientôt les vacances. Prenez soin de vous. Reposez-vous, prenez du temps pour vous aussi. À bientôt. Merci à tous. Merci à tous. Au revoir. Merci. Bonnes vacances. Merci. Merci. Merci Au revoir. beaucoup.